Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Perrin, présentent Lénine, l'inventeur du totalitarisme, de Stéphane Courtois, lu par François Cottrell. Introduction, le grand Lénine. Fin septembre 1992, alors que l'URSS venait d'imploser, je me rendis à Moscou pour la première fois. Je travaillais comme un forcené dans les archives de l'Internationale communiste qui commençait à s'ouvrir, mais le dimanche était libre, et avec des amis russes, nous allâmes à l'immense marché aux voleurs, où s'étalaient à ciel ouvert et sur des hectares les oripeaux du défunt régime. Drapeaux communistes, badges et bustes à l'effigie de Lénine, chapka de l'armée rouge, uniformes de généraux, et tout un vaste bric-à-brac. Le temps était magnifique, quoique déjà froid. Je portais ma vieille chapka, achetée à Paris, une parka usée et une barbe bien fournie. Un moment séparé de mes amis, je les cherchais du regard et mis ma main droite en visière pour me protéger de l'éclat du soleil rasant de ce début d'automne. Soudain, comme un diable sorti de sa boîte, un grand Russe d'une 50aine d'années se planta devant moi, mit lui aussi sa main en visière et cria « Lénine, Lénine !» D'abord stupéfait, je compris aussitôt que, vu ma dégaine, il m'avait pris pour un Russe ordinaire qui répétait le geste aperçu des milliers de fois sur les tableaux, les affiches et les statues. Tête nue ou la casquette ouvrière sur le crâne et la main droite en visière, Lénine regardait au loin l'avenir radieux du communisme. Un réflexe pavlovien fit répondre de manière quasi automatique à l'ancien militant maoïste que j'étais « Lénine, Lénine !» ce qui illumina le visage de l'inconnu qui poursuivit son chemin. De toute évidence, je venais de croiser un nostalgique du communisme, un pur qui croyait encore au grand Lénine. Ayant à peine retrouvé mes esprits, je tombai en arrêt devant une statuette de Lénine en acier, que j'achetai pour quelques dollars, non seulement par une vieille habitude de chineur, mais parce que cette statuette représentait un Lénine inquiétant, qu'un des amis russes me commenta immédiatement « Tu as vu les yeux du fou ». Ainsi, à quelques minutes d'intervalle, deux Russes manifestaient une vision totalement contradictoire de cet homme qui, 100 ans après le coup de tonnerre mondial du 7 novembre 1917, a laissé une trace profonde dans l'histoire du XXe siècle, et même du XXIe, comme le montre la bataille autour de sa mémoire et la résurgence récurrente de son mythe en Russie et ailleurs. Cette anecdote, en apparence insignifiante, est précisément le type de déclic qui provoque chez l'historien une réaction en chaîne quasi incontrôlable, surtout quand elle est redoublée 20 ans plus tard par un événement de sens contraire. Le jeudi 21 novembre 2013, j'avais l'honneur de présenter à l'Académie des sciences d'Ukraine à Kiev la communication d'ouverture d'un colloque international consacré à la mémoire des victimes du Holodomor. En ukrainien, Holodomor, qui signifie « extermination par la faim », est le nom emblématique donné à la famine organisée en 1932-1933 par le pouvoir stalinien contre la paysannerie d'Ukraine orientale, qui provoqua la mort de millions de paysans, hommes, femmes et enfants. Bien décidé à éteindre toute velléité d'autonomie ukrainienne, Staline avait, dans la foulée, fait exterminer une grande partie des élites nationales de la République socialiste d'Ukraine, y compris les communistes. Puis il en avait inauguré le mémoricide, l'interdiction absolue d'évoquer la tragédie afin d'empêcher les victimes de se reconnaître comme telles et de désigner leurs bourreaux. Un mémoricide entretenu par ses héritiers jusqu'à la fin des années 1980. En fin d'après-midi, alors que je devisais à proximité du Parlement avec un ami ukrainien, celui-ci fut soudain accosté par un député surexcité qui lui annonça que le président en place, Viktor Yanukovych,
venait de déclarer qu'il ne signerait pas l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne, prévu pour le 29 novembre. Cette volte-face qui laissait prévoir un rapprochement du régime avec la Russie suscita d'emblée une évidente agitation et une forte tension. Je l'ai ressenti le soir même à l'Opéra de Kiev, où était donnée la première mondiale d'une œuvre du compositeur américain d'origine ukrainienne Virko Ballet, consacrée au Holodomor et intitulée « Terre rouge famine ». J'avais été sollicité pour dire quelques mots avant la représentation, et j'y insistais sur le fait que le temps était venu de la formation d'une mémoire européenne commune du terrible XXe siècle, une mémoire qui prenne en compte non pas telle ou telle tragédie, mais l'ensemble des tragédies. Au foyer de l'opéra, où était donnée une petite réception après la représentation, les discussions étaient vives sur la décision de Viktor Yanukovych, et à la sortie, quelques dizaines de jeunes manifestants brandissaient dans le calme des drapeaux ukrainiens et européens. Le lendemain matin était inauguré dans le plus vaste bâtiment de Kiev, l'ancien musée Lénine, devenu Maison de l'Ukraine, 2 expositions simultanées organisées par l'association Platform of European Memory and Conscience. L'une était intitulée « Exécuté par la famine, le génocide inconnu des Ukrainiens » et l'autre, « Le totalitarisme en Europe », présentait en parallèle les 2 grands régimes totalitaires des années 1930 et 1940, communistes et nazis. Là encore, en présence des 3 premiers présidents de la République d'Ukraine indépendante, je rappelais l'importance de la notion de totalitarisme et la portée du livre noir du communisme qui venait d'être publié en ukrainien. Mais déjà la réflexion historique était emportée par la vague d'indignation qui secouait Kiev. Il tombait ce jour-là des trompes d'eau, et chacun s'en désolait, voyant dans le signe du ciel le mauvais présage qui allait empêcher toute manifestation de protestation. En route vers l'aéroport avec ce même ami ukrainien, nous passâmes devant la fameuse statue de Lénine qui trônait au centre de la ville, un gigantesque buste monobloc en granit rose. Désabusé, je lui demandais, un peu taquin, si un jour cette statue disparaîtrait du paysage. Il ne répondit pas. Nous étions alors tous les deux à 100 lieues d'imaginer l'incroyable enchaînement des événements qui en quelques jours allaient mener à la révolte massive du Maïdan et dès le 8 décembre, à la chute et à la destruction du buste de l'homme qui fut l'inventeur et l'initiateur du premier régime totalitaire, et dont l'un des premiers actes avait été de déclarer la guerre à l'Ukraine indépendante. Et bientôt, tandis que Vladimir Poutine organisait l'occupation de la Crimée et la rébellion du Donbass, plus de 1200 statues du grand Lénine, sur les 5500 qui marquaient de leur empreinte soviétique le sol ukrainien, la plus haute culminait à 20 mètres, 8 étages, furent couchées au sol, vaincues. La dernière, de près de 5 tonnes de ferraille, tomba le 24 octobre 2016 à Novgorod-Seversky. La déléninisation était enfin en marche. Une nouvelle fois, et comme très souvent, le bruit et la fureur de l'histoire contraignaient l'historien du contemporain à sortir des bibliothèques, des salles d'archives et de son cabinet de travail pour se mêler au débat public et tenter d'éclairer l'opinion dans la mesure de ses modestes moyens. Ancien militant gauchiste de 1968 à 1972, révolutionnaire professionnel, quoique fort incompétent en tout domaine, à l'exception de l'agite-prop, j'étais naturellement porteur du mythe du grand Lénine, ce géant de l'histoire, ce génie de la Révolution glorifié par le journaliste communiste américain John Reed dans ses 10 jours qui ébranlèrent le monde, paru dès 1919, et livre de chevet de tous les révolutionnaires des années 1920 à aujourd'hui, en passant par mai 68. Jusque-là personnage central de la mythologie du Parti communiste français, Lénine était devenu le chouchou des gauchistes. Dans toutes les manifs, les trotskistes chantaient « Nous sommes les enfants de Lénine ». De leur côté, les maoïstes scandaient en cadence « Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao ». Le marxisme radical de Lénine
ses appels constants à l'insurrection armée et à la guerre civile, son rejet du patriotisme et son internationalisme intransigeant comblaient notre agressivité post-adolescente. Et surtout, il nous permettait de déverser notre rage sur les militants du PCF, qualifiés de révisionnistes par les maoïstes et de staliniens par les trotskistes. Quel régal de coincer devant une assemblée d'étudiants un communiste en lui assénant telle ou telle citation de Lénine. Le prophète demeurait le maître à penser, mais aussi le lieu de mémoire central des communistes de toute obédience, et même de bon nombre de socialistes.